Bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir commencer ce petit webinaire. Donc, bonjour, je suis donc Marc Oisana, responsable grand compte pour le compte M2I. Bienvenue dans ce webinaire donc, qui a pour thème comment financer ses projets de formation avec le FNE. Donc déjà, permettez-moi de vous présenter Christine Durieux, donc, qui est notre experte en stratégie de financement de la formation, avec qui nous collaborons depuis plusieurs années. Elle va vous apporter quelques clés bien utiles pour mobiliser ce dispositif dans le cadre de vos besoins de formation. Mais avant de lui laisser la parole, je vous propose de prendre quelques petites minutes pour vous présenter M2I Formation, car certains d'entre vous ne nous connaissent pas encore. M2I, filiale formation du groupe Prologue, en quelques chiffres, c'est 2500 programmes de formation proposés en présentiel ou en distanciel ou en hybride. C'est 1800 formateurs experts, 66 000 apprenants formés en 2022, 35 centres en propre dans toute la France, centres certifiés Calliope, ce qui nous assure une proximité géographique avec nos clients et une meilleure compréhension des attentes du tissu local. Le groupe M2I est leader de la formation IT digital et management en France depuis plus de 35 ans. Le groupe est fort de son implantation et de la qualité de ses prestations. Donc, le groupe M2I bénéficie de la confiance des plus grands éditeurs tels que Microsoft, Red Hat, VMware ou encore SAP. Comme vous l'avez compris, qu'elle soit en inter ou en intra, notre créneau, c'est la formation. Aujourd'hui, le groupe M2I va au-delà de la seule formation professionnelle avec des formations à la fois mi-longues, voire longues, certifiantes et diplômantes. Et dans le jargon de la formation, des solutions d'upskilling, donc pour accueillir des compétences complémentaires, de cross-skilling pour acquérir des compétences annexes ou connexes, ou de reskilling pour acquérir des compétences dans un nouveau domaine pénurique. Nous sommes présents sur le marché de l'alternance au travers de la marque 2iTech. En parallèle, nous proposons de vous accompagner dans vos recrutements avec nos PEI ou PEC. Nous existons depuis 1985 et avons pu nouer des relations de confiance avec grand nombre d'OPCO, ce qui nous permet de vous offrir un panel large de formations conventionnées. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps. Je vais maintenant laisser la parole à Christine et vous retrouverez en cours de présentation pour vous donner quelques exemples de parcours. À tout à l'heure. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci Marc pour ce passage de témoin. Donc oui, nous allons voir aujourd'hui le FNE Formation, comment mobiliser ce dispositif de façon à ce que vous puissiez optimiser l'ensemble de votre budget formation qui, bien évidemment, se réduit de plus en plus à peau de chagrin. Présentation des intervenants, donc quelques mots rapidement. Comme vous l'a dit Marc, eh bien, je collabore depuis de nombreuses années avec M2I Formation et j'ai plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la formation à différents niveaux. Donc, j'espère qu'avec mes expériences et avec mes connaissances, j'arriverai à vous apporter les éléments nécessaires. Également, je laisse le soin rapidement de se présenter à Marc, même s'il vous a donné déjà quelques éléments sur qui il était. Donc, Marc, je te laisse la parole à nouveau. Alors, moi, je suis issu de la partie technique. J'ai fait 20 ans en ESN. Ensuite, je me suis orienté vers l'audit en cybersécurité. Puis, j'ai rejoint le monde de la formation avec M2I. Voilà, j'ai une culture plutôt technique et ce qui me permet de pouvoir vous accompagner sur des sujets et des parcours pédagogiques techniques. Ok, merci Marc. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour rentrer dans le vif du sujet, je vous présente très rapidement le sommaire dans les grandes lignes, sachant que vous aviez des éléments déjà de présenter qui ont certainement suscité votre intérêt pour vous inscrire, puisque
Vous êtes près de 250 à vous être inscrits sur ce webinaire. Donc, on va essayer de vous apporter des éléments d'information complémentaires. Si d'aventure, vous n'aviez pas les réponses à vos questions, n'hésitez pas, à la fin de ce webinaire, vous aurez donc la possibilité de le suivre en replay, mais également de pouvoir poser vos questions de façon à ce qu'on puisse, dans un second temps, vous apporter des réponses. Donc, premier élément, le dispositif FNE, on va faire un retour sur son contexte évolutif, comment il a évolué depuis ces dernières années. On fera un point également sur l'évolution qui a eu lieu en 2023, puisqu'il y a eu donc une instruction, il y en a même eu plusieurs, mais la dernière a modifié, on va dire, le contexte pour y avoir recours. On fera également des allers-retours avec Marc, puisque Marc nous parlera justement de la construction de parcours. C'est un point hyper important pour justement mobiliser le FNE avec succès et avec réussite. Vous trouverez au niveau de ce diaporama tous les liens vers les OPCO et j'insisterai, alors peut-être que parmi les personnes qui se sont inscrites, il y a des représentants des OPCO. C'est avec plaisir que nous les accueillons et n'hésitez pas à compléter les éléments que nous aborderons. Alors, pas dans le détail pour chaque OPCO sur les niveaux de prise en charge, la façon dont les prises en charge sont effectuées par les OPCO, mais d'aborder un certain nombre de règles de façon à ce que vous puissiez prendre contact avec eux. Vous aurez également des éléments d'annexe que nous avons précisément choisi de glisser dans ce diaporama de façon à ce que vous puissiez vous y référer. Et bien évidemment, je vous invite à poser vos questions tout au long de ce webinaire. Régulièrement, je regarderai dans le chat quelles sont les questions et Marc regardera également. Et puis, on essaiera de répondre à l'ensemble de ces éléments. Donc, je vous propose d'aborder le sujet sur le dispositif du FNE Formation et notamment sur son contexte évolutif. Alors, le FNE Formation, on en a beaucoup entendu parler au travers de la période de pandémie, Covid-19, mais le FNE Formation existait bien avant. Il était à disposition des entreprises en difficulté. Alors, entreprises en difficulté pour des entreprises qui ont subi soit des incendies, soit des inondations. C'est le cas à l'heure actuelle avec les problématiques que rencontre le sud de la France. Mais surtout, beaucoup d'entre vous, et je pense que beaucoup de personnes le connaissent, c'est pas une nouveauté. Pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, j'espère que nous vous apporterons des réponses. Mais c'est au niveau de la période de la pandémie du Covid-19 que ce dispositif a pris un essor fantastique. Un mode de financement que personnellement, je n'avais jamais vu jusqu'alors et qui s'est complété et qui s'est instruit dans le cadre d'instructions successives, de circulaires successives, de questions-réponses du gouvernement et d'un plan de relance qui a été mis en place pour justement accompagner la reprise d'activité, accompagner également les mutations et les évolutions, puisque aujourd'hui, on voit bien que quels que soient les domaines, eh bien, nous rentrons dans une ère, dans un cycle où il y a des mutations et des évolutions. Et si l'on souhaite économiquement que la France se porte bien et que nos industries et nos entreprises se portent bien, eh bien, il faut accompagner ces évolutions et ces mutations. Ce dispositif du FNE Formation, il est piloté par la DGEFP, Direction Générale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. C'est le bras armé, on va dire, du ministère qui va conventionner justement avec les OPCO sur le sujet du FNE, puisque les OPCO, donc les organismes des opérateurs de compétences, sont les plus proches des adhérents et de leurs problématiques et peuvent répondre à l'ensemble de ces problèmes. Alors, pourquoi ça passe par les OPCO? Parce qu'à l'époque de la période du confinement, eh bien justement, les OPCO avaient une possibilité de proximité pour pouvoir répondre à tous ces éléments, à tous ces besoins, d'autant plus que les entreprises étaient pour la plupart en activité partielle et que les DRETS, donc les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, qui remplacent qui est la nouvelle dénomination des directs, donc suivent ce dispositif et cette évolution. Donc voilà les éléments pour brosser un petit peu le contexte du FNE Formation.
Je me permets, je regarde dans le chat si vous avez des questions. Pour l'instant, non, pas de questions. Surtout, n'hésitez pas. Donc, on passe sur l'évolution en 2023. L'évolution en 2023, vous avez une diapositive qui vous présente en fin 2022 ce que vous pouviez connaître du FNE Formation et actuellement, comment il a pu évoluer, quelles sont les principales évolutions. Jusqu'à fin 2022, il concernait uniquement certaines catégories d'entreprises, des entreprises qui étaient en activité partielle ou qui étaient en activité, en difficulté, en activité partielle de longue durée, APLD, celles qui étaient en mutation, celles qui pouvaient être aussi en reprise d'activité. Aujourd'hui, vous oubliez ces éléments, cela concerne toutes les entreprises et cela concerne tous les salariés. Alors, on verra qu'au niveau des salariés, sont toujours, entre guillemets, exclus les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage, mais tous les salariés sont concernés sans discrimination de catégories socio-professionnelles. Également, les actions éligibles. Avant, on parlait de parcours. Alors, 4 typologies de parcours. Parcours reconversion, parcours certifiant, parcours compétences spécifiques Covid-19 et anticipation des mutations. Aujourd'hui, on ne parle plus de parcours, mais on va parler d'axes prioritaires. Alors, ils sont au nombre de 4 axes prioritaires. Vous allez trouver ceux qui sont orientés sur la transition écologique, transition alimentaire et agricole, transition numérique et une spécifique qui concerne les grands événements sportifs. On reviendra dessus également puisqu'il y a 2 événements sportifs qui sont concernés. À l'époque, il y avait également, jusqu'à fin 2022, un plafond de 11 € de l'heure concernant la rémunération des salariés et également la possibilité de prendre en charge des frais annexes, c'est-à-dire des frais de déplacement, des frais d'hébergement, à un niveau de 2 € hors taxe de l'heure stagiaire. Aujourd'hui, vous voyez que ça n'existe pas. Il n'y a pas de plafond forfaitaire au niveau salaire pour les prises en charge. Et on reviendra parce que certains OPCO ne prennent pas en charge une partie de ces salaires. Ils se sont surtout focalisés sur une prise en charge, on va dire, des frais de formation. Et d'autres ne se sont pas limités à 11 € et vont jusqu'à 13 €, voire peut-être ils peuvent aller au-delà. Donc, on voit qu'il y a des variantes, des variations par rapport à ce qui existait en 2022. Également, en 2022, l'aide était limitée à 2 millions € par projet de formation. À l'heure actuelle, avec l'instruction de 2023, d'avril 2023, eh bien, on est plutôt à une aide qui se limite à 3 millions € par projet de formation. Je regarde rapidement s'il y a pas de questions dans le chat, c'est parfait. Donc, je continue au niveau de la présentation. Pour cette présentation, je me suis basée de quelle façon? J'ai repris le site sur le site du ministère du Travail, tous les éléments, et je me suis également inspirée et appuyée des articles qui ont été publiés dans cette instruction. Donc là, vous voyez qu'au niveau des entreprises éligibles, ces entreprises éligibles sont bien détaillées, c'est-à-dire qu'on vous dit bien que c'est à destination de toutes les entreprises, à condition que ça corresponde à un cadre de transition écologique, numérique, agricole et alimentaire, mais également les grands événements sportifs. La Coupe du monde de rugby que nous vivons à l'heure actuelle et les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Alors, vous allez me dire, pourquoi le rugby 2023? Les formations, si on en a eu besoin, elles sont déjà passées, effectuées. Oui, mais il faut savoir que certains OPCO, vous verrez qu'au niveau de cette instruction, il n'est pas prévu, comme c'était le cas pour les autres instructions, de rétroactivité de prise en charge de ce dispositif. Sauf que, je dis bien, certains OPCO prennent en charge rétroactivement des frais de formation lorsqu'elles concernaient, on va dire, la Coupe du monde de rugby 2023. Donc, il y a certaines conditions. Si je prends par exemple le cas de l'OPCO Atlas, eh bien, il ne faut pas que l'organisme de formation ait été payé par l'OPCO ou directement par l'entreprise commanditaire.
Et si, autre condition également, il ne faut pas que cette action de formation ait été inscrite comme faisant l'objet d'une autre prise en charge au sein d'un autre dispositif. Donc, si vous avez effectué des actions de formation dans le cadre et pour les besoins de la Coupe du Monde de rugby 2023, dans le cadre de ce grand événement sportif, rapprochez-vous de votre conseiller formation, pour savoir s'il fait de la rétroactivité concernant la prise en charge, et 2, pour savoir si vous y êtes éligible. Donc voilà, ça c'est un élément important. Donc vous avez oui. J'ai une petite question. Bien sûr. Je me permets de la poser de la part de Stéphanie M, qui dit: si je comprends bien maintenant, le bilan de compétences n'est plus éligible au FNE. Point d'interrogation. Alors, le bilan de compétences, comme la VAE, normalement, doivent pouvoir être éligibles au niveau du FNE formation. On le verra au niveau des actions, mais normalement, ils sont éligibles. Vous pouvez passer par des formations aussi, des formations à FEST, mais à partir du moment où ça concerne un projet d'entreprise, pourquoi pas demander, voir avec votre OPCO quelle est la possibilité de prise en charge. Voilà. Donc après, tout va dépendre du niveau, de ce qui a été décidé en conseil d'administration au niveau des OPCO. Et on y reviendra aussi un petit peu plus loin, c'est-à-dire selon le budget qui a été alloué par le ministère du Travail à chacun des OPCO, il faut bien comprendre que pour ce dispositif, ce sera le premier arrivé qui sera le premier servi. Donc ça, c'est un élément aussi qui est important et qui est à prendre en charge. Voilà, je ne sais pas si ça répond, mais je ne peux pas être affirmative puisqu'il y a des éléments. Autant avant, il y avait un cadre très, très strict, autant là, les OPCO ont la possibilité d'adapter les éléments au regard de l'instruction qui a été publiée en avril dernier. Donc, je continue au niveau de l'article 2 et au niveau des actions éligibles. Alors, c'est pour ça que je pense les actions de formation éligibles sont celles prévues au 1, 2 et 3 de l'article 6313-1 du Code du travail. Donc, normalement, j'ai pas tous les éléments sous les yeux, mais normalement, le bilan de compétences, la VAE font partie des actions qui sont éligibles. Je regarderai tout à l'heure pendant que Marc interviendra, mais je regarderai ces éléments avec plus de précision. Donc, les actions éligibles, ce ne sont pas uniquement des formations certifiantes et qualifiantes. Vous pouvez suivre des actions de formation qui n'ont pas vocation à délivrer un diplôme, un titre. Donc, il n'y a absolument aucun problème. Ça ne correspond pas du tout par rapport à ce qui était exigé lorsqu'on était dans le cadre des parcours auparavant. Concernant ces actions, sont toujours exclues les formations obligatoires qui relèvent de la responsabilité de l'employeur. Et vous avez également tous les projets de formation qui vont s'inscrire dans ce cadre de transition écologique, numérique, agricole, alimentaire ou de grands événements sportifs qui vont pouvoir être financés et finançables. Donc là-dessus, c'est pareil, rapprochez-vous de vos conseillers formation pour qu'ils puissent vous donner tous les éléments et vous dire avec précision et avec certitude comment vous devez procéder pour pouvoir obtenir une validation et une prise en charge. Donc, les actions de formation, on va dire à l'identique, vous pouvez suivre des formations en AFEST, vous pouvez suivre des formations hybrides. Ce n'est pas précisé dans la circulaire, mais sont toujours, dans l'instruction, mais sont toujours exclues les formations qui sont pures délivrées en e-learning. Donc, il peut y avoir de l'hybridation complète, mais pas du 100% e-learning. Donc, là-dessus, c'est aussi important d'avoir, on va dire, à l'esprit que les OPCO vont avoir la possibilité d'évaluer, de juger
quels sont les publics prioritaires et notamment les publics dits entre guillemets seniors, ceux qui ont plus de 55 ans, dans le cadre du maintien à l'emploi. Et donc, ce sont ces publics-là qui seront jugés prioritaires s'il y a des demandes qui sont faites en trop grande quantité ou par rapport à des demandes qui concerneraient des jeunes qui arrivent en entreprise. Mais normalement, il n'y a pas de discrimination. Et de nouveau, rappelez-vous, le premier arrivé sera le premier servi. Pour les actions éligibles, les demandes doivent être faites au plus tard, donc selon l'instruction, toujours pareil, avant le 31 décembre, obtenir un accord de prise en charge avant le 31 décembre 2023. Ça ne veut pas dire que les formations doivent se dérouler avant la fin de l'année, mais elles doivent avoir obtenu un accord en 2023 pour pouvoir se dérouler dans les 12 mois qui suivent. Donc, elles peuvent se dérouler sur 2024, à cheval entre 2023 et 2024. La seule chose, regardez et prenez toujours contact avec vos OPCO parce que selon les OPCO, vous allez trouver des dates limites de dépôt de dossier qui vont être soit pour fin novembre 2023, soit pour début décembre 2023, soit pour la mi-décembre 2023. Donc, ne vous fiez pas au 31 décembre 2023, mais prenez bien contact avec l'ensemble de vos conseillers pour pouvoir obtenir la date de validation de dépôt pour la prise en charge de vos actions. Donc, si je poursuis après au niveau de diapositive suivante, alors j'ai un temps de latence. Voilà, c'est bon. Au niveau de la typologie des actions, c'est hyper important et ça fait partie, on va dire, des éléments qui vont vous permettre d'obtenir des prises en charge avec succès au niveau de votre OPCO. Ces actions de formation doivent être organisées sous la forme d'un parcours. Un parcours, j'ai bien précisé que c'est un itinéraire pédagogique qui fait l'objet d'une progression pédagogique. D'accord ? Donc, dans le parcours, tous ces éléments doivent être positionnés. Et un parcours comprend bien évidemment la formation, mais il comprend également ce qu'on appelle un positionnement pédagogique précis. Le positionnement pédagogique précis, soit il est fait par vous dans le cadre de formation interne, soit directement, il est fait par l'organisme avec qui vous avez conclu votre transaction de formation. Donc, c'est important. Pourquoi ? Parce que l'OPCO ne vous le demandera pas au départ, mais par contre, a posteriori, il peut y avoir un contrôle, soit de l'OPCO, soit de la DGEFP via l'inspection du travail. Et dans ce cadre-là, on doit être en capacité de fournir, nous, en tant qu'organisme de formation comme vous, les documents qui auront servi à monter ce parcours pédagogique avec les stagiaires concernés. Donc, positionnement pédagogique précis, c'est en amont d'une formation. Ça peut être une évaluation, donc soit un entretien avec, un rapport qui aura été fait, un rapport sur l'entretien individuel, soit sous forme de tests, de quiz, de mini-projets. Pourquoi pas, si c'est une formation un peu plus longue, eh bien une mise en situation qui permettra de valider les connaissances et d'individualiser le parcours, et puis justement faire l'objet d'une évaluation diagnostique qui permettra d'évaluer le manque de compétences, de définir le manque et d'adapter et d'aménager le parcours. Voilà tous ces éléments. Bien évidemment, le parcours comprend donc la formation, le positionnement amont et le positionnement aval. C'est l'évaluation de fin de formation. Alors, l'évaluation de fin de formation n'est pas uniquement une évaluation de satisfaction, mais c'est une validation des acquis de la formation par le collaborateur qui a suivi ce parcours. Voilà. Donc, tous ces éléments sont importants et contribuent à ce que vous soyez, entre guillemets, dans les clous si d'aventure il y a un contrôle et vous assurer que la formation corresponde bien aux besoins réels, c'est-à-dire à la situation
de l'entreprise et à la situation d'évolution, de mutation dans le cadre d'une transition écologique, numérique, alimentaire ou agricole. Donc là, je vais laisser la main directement à notre ami Marc qui va vous présenter des exemples de parcours. Marc, je te repasse la main. Merci beaucoup, Christine. Merci pour ces éléments. Donc, je vais vous donner quelques petits exemples de parcours. Je vais en donner 3. Donc, les 2 premiers, c'est des exemples techniques sur des parcours techniques autour des métiers de la digitalisation et des métiers du numérique. Et un 3e parcours autour de l'éco-conception. Donc, le premier parcours, qu'est-ce que la digitalisation et qu'est-ce qu'elle implique? Donc, aujourd'hui, c'est une transformation organisationnelle des sociétés, donc qui impacte tout et tout le monde. Et c'est un domaine en évolution permanente qui fait intervenir de nombreux métiers et qui nécessite d'être toujours au fait des dernières technologies ou innovations. Donc, la valeur ajoutée de M2I est sa capacité à former des collaborateurs dans toutes les phases des projets. Donc, il n'est plus question d'appréhender un simple langage, une norme ou une technologie, mais il faut tenir compte des métiers, des environnements techniques et des contraintes. Donc, le premier exemple que j'ai choisi, c'est le développement. C'est un métier de base, j'allais dire, dans la partie digitale. Donc, dans notre catalogue, nous avons énormément de formations autour du développement. Donc, avec bien sûr une suite logique d'apprentissage qui sert de base à un développement de compétences. Donc, on peut, par exemple, moi là, j'ai choisi le langage C, par exemple, et on peut prendre du Java, on peut prendre du C#, on peut prendre énormément d'autres langages, mais c'est un peu le même principe. Donc, on peut commencer par appréhender le langage, j'allais dire basique, donc le C, puis après, on peut évoluer vers le C++, le langage orienté objet, puis évoluer vers un univers type univers embarqué avec toutes ses contraintes et finir par des modules spécifiques qui sont liés à l'auto, la robotique ou l'IoT. Donc l'idée, c'est de pouvoir à la fois développer un parcours qui soit un parcours technologique, mais aussi enrichi des différents métiers, des environnements techniques et des contraintes. Le deuxième exemple, c'est la partie DevOps. Donc, je pense que si vous connaissez un peu la technique, vous en avez entendu parler. Hein. DevOps, c'est ce qui vise à limiter le temps de latence entre le développement, le test, l'intégration et le déploiement en automatisant ces tâches. Je m'excuse d'être un peu technique, mais il faut bien passer par la partie technique pour vous donner des exemples. Donc, les formations DevOps, elles s'adressent à différents types de populations, plus ou moins techniques. Donc, à la fois aux équipes amont, type gestion de projet, AMOA, donc qui doivent acquérir des notions de base, aux équipes développement, qui eux sont les utilisateurs, et puis aux experts, qui sont les équipes système, qui créent et qui administrent cet environnement. Donc, nous avons plus d'une vingtaine de formations DevOps, avec par exemple la DevOps Foundation, donc cette initiation à la DevOps SRE et les deux avec leur certification. On a plusieurs DevOps dans des environnements cloud, donc avec la DevOps multi-cloud ou la DevOps Azure, la Safe DevOps pour appréhender les méthodologies agiles et lean dans l'univers DevOps. Donc là aussi, on a une brique méthodologie qui vient se rajouter. Et bien sûr, il y a des outils DevOps comme Docker, Ansible ou Kubernetes. Donc, on peut concevoir un parcours avec différentes briques qui tiennent compte de la technique, de l'environnement et des méthodologies. Et le dernier exemple, qui est un exemple, hop là, voilà, d'un parcours en éco-conception et en Green IT. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'inclusion, la RSE ou encore le développement durable, ils sont des valeurs qui sont portées par l'entreprise M2I. Donc, naturellement, nous développons des offres autour de l'éco-conception et du Green IT.
avec comme formation la formation, par exemple, PRIMS, avec la certification Green Project Management. Donc, c'est une formation qui a pour but de permettre de gérer les projets tout en intégrant la viabilité environnementale dans les process et réduire ainsi l'impact écologique et social. Donc, on peut concevoir des parcours pédagogiques en démarrant par des formations gestion de projet basiques et en les complétant par des formations Green IT ou éco-conception. Voilà, j'étais en train de répondre à quelques-unes des questions qui sont posées via le chat. Donc, vous voyez qu'effectivement, je suis revenue, j'ai été chercher l'information pour ne pas vous raconter de bêtises. Mais oui, le bilan de compétences fait bien partie des éléments éligibles au titre du FNE Formation. Également, je reviens sur une question posée par Catherine concernant le fait que ce soit structuré et organisé en termes de parcours. Alors, bien évidemment, parcours, il y a deux sens de parcours. Il y a le parcours au sens où, avant, on appelait ça, il y avait 4 typologies de parcours décrits au niveau du FNE Formation, qui s'appelait le parcours Covid-19, le parcours pour les mutations spécifiques ou les évolutions. Bon, il y en avait un autre qui était aussi sur du certifiant et du diplômant. Cela, bien évidemment, il n'existe plus. D'accord? Aujourd'hui, on parle d'axes prioritaires. Ces axes prioritaires, c'est la transition, c'est-à-dire que votre parcours de formation doit être orienté sur de la transition numérique, transition écologique, transition alimentaire et agricole ou sur un grand événement sportif. Voilà. Mais en effet, un parcours, c'est au sens de la définition de l'action de formation. Rappelez-vous, c'est un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. C'est la nouvelle définition de l'action qui a été donnée par la loi Avenir 2018. Et un parcours comprend, bien évidemment, quelle que soit la formation, que l'on soit dans un axe numérique ou écologique, il doit comprendre la formation en tant que telle, donc les séquences de sensibilisation telles que c'est positionné, le positionnement, l'évaluation et les mesures d'accompagnement que cela aura pu nécessiter. Voilà, c'est pour revenir un petit peu sur ces éléments. Dernier point également, Aurélie a répondu sur passage du papier à numérisation des documents via des GED. Oui, c'est une transition. Donc là, vous êtes dans une transition qui est soit numérique, d'accord, mais vous êtes aussi dans le cadre d'une transition écologique parce que vous n'utilisez plus le papier pour partir sur de la numérisation, donc de documents électroniques. Donc là, oui, effectivement, c'est un projet qui peut se financer via le FNE Formation. Et à partir de là, rentrez en contact avec votre conseiller OPCO pour qu'il puisse voir avec vous et vous valider les éléments complémentaires. Est-ce que les formations de sensibilisation RSE peuvent être prises en charge par le FNE? Tout va dépendre de la façon dont ça va être libellé. Responsabilité sociétale et environnementale, qu'est-ce que vous mettez dedans? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça nécessite comme adaptation, comme modification de votre environnement au niveau de l'entreprise? Donc, tous ces éléments, oui, c'est possible, mais par contre, c'est à voir avec précision avec votre pro, avec votre conseiller. Y a-t-il un quota de formation pris en charge par le FNE Formation par entreprise? Alors, oui, il y a un quota. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le fait de dire on est à 2 millions d'euros par projet, mais une entreprise peut avoir plusieurs projets. Mais on n'est plus à, là c'est moi qui dis des bêtises, c'est par rapport à ce qui existait avant, c'était 2 millions d'euros. Là, on est à 3 millions d'euros de financement par projet, mais vous pouvez avoir plusieurs projets. Donc, non, il n'y a pas de quota à proprement parler par entreprise. Par contre, au niveau des entreprises, la notion qui va être retenue, ce n'est pas la notion d'entreprise, mais bien la notion de groupe. Une structure avec
Donc, au niveau sirène et sirette, eh bien, c'est là où ça pose problème parce qu'ils vont prendre cette notion de groupe et pas cette notion de filiale ou de structure départementale. Donc, c'est bien la notion de groupe qui va être prise en compte. Donc, il peut y avoir un quota de positionner. Concernant des évolutions métiers liées à la digitalisation, par exemple, un technicien coloriste print qui souhaite se former au logiciel de graphisme et PAO numérique. Alors là, c'est très technique. Tout va dépendre de votre projet, de comment vous allez le détailler, comment vous allez l'instruire. Je vais revenir dessus, mais je vous présenterai, par exemple, j'ai pris un exemple, mais on pourrait en avoir d'autres. Au niveau de l'OPCO 2I, vous avez, en tant qu'entreprise, un certain nombre de documents à remplir et justement de préciser et de détailler dans quel cadre vous vous situez et qu'est-ce que ça va apporter à votre entreprise en matière de transition, de mutation, d'optimisation de vos collaborateurs. Donc, là-dessus, je ne peux pas vous dire oui à 100%. Tout va dépendre de la stratégie de l'OPCO qui a été retenue en conseil d'administration, mais également de l'impact que ça va avoir sur votre entreprise et comment vous pouvez expliquer, détailler tous ces éléments auprès de l'OPCO. C'est pour ça qu'aussi une valeur ajoutée d'M2I, c'est d'être accompagné aussi par les conseillers formation d'M2I qui vont pouvoir avec vous travailler sur la formulation de ce besoin, l'explicitation de ce besoin de formation. Voilà. Vu avec notre OPCO, les formations type éco-geste ou éco-conduite sont prises en charge puisqu'elles rentrent dans l'axe transition écologique. Ben voilà, tout à fait. Alors, je continue d'avancer sur ces éléments. Donc, tout à l'heure, je l'évoquais avec vous, à savoir qu'il y a un certain nombre de parcours qui n'existent plus, qui ont été remplacés par des priorités, des axes prioritaires. Les axes prioritaires, vous avez le premier axe, c'est la transition écologique. Donc, à partir du moment où votre projet de formation correspond à une transition énergétique, telle que c'est positionné des modes de production, d'adaptation, d'épuisement des ressources et d'impératifs environnementaux, conséquence également de la crise de l'énergie, tous ces éléments sont hyper importants. Donc, là-dessus, vous allez avoir sur des axes prioritaires, la crise de l'énergie, elle est importante aujourd'hui. Vous ne pouvez pas ouvrir la télé, ouvrir un magazine sans qu'on vous parle des problèmes qui sont liés à l'essence, qui sont liés à l'électricité, qui vont être liés également aux installations photovoltaïques. Donc, vous avez dans la transition écologique beaucoup d'éléments qui vont concerner des projets de formation. Donc, de la même façon, rapprochez-vous de vos OPCO et de façon à avoir tous ces éléments. Transition alimentaire et agricole, là je vous les ai synthétisés également, c'est lié au changement climatique, la modernisation, diversification, également aux crises, alors crise aviaire dont on entend parler, mais l'évolution de la réglementation, notamment au niveau des déchets. Donc ça concerne quoi? Ça concerne toute l'utilisation des produits phytosanitaires, comment vous basculez d'utilisation de produits chimiques à d'autres produits, mais qui vont être orientés sur de la haute valeur, HVE, de la haute valeur, je ne sais plus ce que veut dire le environnementale, voilà. Donc, tous ces éléments sont importants. Également, le respect du bien-être animal, l'adaptation au niveau de certaines structures, au niveau des, entre guillemets, des abattoirs, où tous ces éléments sont pris en compte. Transition numérique, eh bien, transition numérique, Marc vous en a parlé, ce sont des projets qui vont avoir trait à l'intelligence artificielle, à la cybersécurité, à la réalité virtuelle, réalité augmentée, la robotique. Aujourd'hui, on entend aussi beaucoup parler de ChatGPT, donc c'est également, ça concerne l'hybridation des compétences. Aujourd'hui, être responsable marketing, c'est pas uniquement que du marketing, mais c'est du management. C'est du management également à distance. Comment je fais pour communiquer? Comment je fais pour communiquer aussi dans le cadre de ma relation client?
Et le quatrième axe, alors lui, il tendra, on va dire, à disparaître au fil des années qui vont se rapprocher, ce sont les grands événements sportifs. Donc, comme je vous disais, rapprochez-vous de votre co concernant tout ce que vous avez pu mettre en place concernant la Coupe du Monde de rugby 2023. Pour certains, il existe une rétroactivité. Et sinon, il y a la préparation des Jeux olympiques et paralympiques pour 2024 qui vont concerner bon nombre d'entreprises, que ce soit au niveau des transports, que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau des langues étrangères, enfin, diverses thématiques. Donc, là aussi, renseignez-vous pour avoir tous les éléments concernant l'ensemble des secteurs qui sont concernés. Je regarde. Une petite question, je m'excuse de te couper. Une petite question de Servan L, qui dit finalement uniquement le côté environnemental de RSE est pris en charge. L'axe social n'est pas forcément pris en charge, pour une interrogation. L'axe social, si, dans la mesure où tout va dépendre de ce que ça impacte au niveau de votre entreprise en matière de mutation, en matière d'évolution et de transition. Donc, le niveau social, c'est à voir, c'est à regarder au niveau de votre conseiller OPCO. Lui pourra vous donner des éléments bien précis et vous accompagner pour formuler votre demande pour obtenir une prise en charge. Maintenant, tout dépend de ce qui a été décidé au niveau de votre conseil d'administration, voilà, de l'OPCO dont vous dépendez. Audrey, dans le cadre de le cadre de l'axe transition numérique, est-ce que les formations type utilisation logiciel métier peuvent rentrer dans le FNE formation? Alors oui, elles peuvent, à l'exception. Aujourd'hui, ne sont plus prises en charge les formations de bureautique premier niveau. D'accord. Donc, toutes les autres formations peuvent utilisation de logiciels métiers sans aucun problème à partir du moment où elles s'inscrivent dans une des priorités que l'on a pu voir, que ça concerne les transitions écologiques, alimentaires, numériques ou événements sportifs. Voilà. Mais la bureautique premier niveau, c'est niet. Alors, je continue au niveau de l'article 3. Donc, quelle est la durée minimum? La durée minimum, donc là, vous le voyez, c'est 12 mois. Il n'y a pas de durée minimum pour les formations FNE. Autant à une période, on disait, une formation d'une journée, c'est pas pris en charge. Eh bien, écoutez, là, pour l'instant, il n'y a pas de durée minimum pour l'action de formation. Donc, c'est bien noté et bien précisé. Au niveau de l'article 4, quels sont les coûts éligibles au niveau du financement? Comme je vous le disais, au niveau des coûts de prise en charge, vous avez des frais annexes, vous avez des frais de salaire, vous avez les frais de personnel des formateurs lorsqu'il s'agit de formateurs internes, les frais salariaux, quel que soit, c'est un forfait. Lorsque l'OPCO le prend en charge, tous les OPCO ne le prennent pas en charge. Par exemple, je prends certains OPCO et lorsqu'on va sur le site, ils ne détaillent pas tous ces éléments. Certains ne précisent que des coûts pédagogiques, ils ne précisent absolument pas quels sont les coûts salariaux. Donc, les coûts salariaux, c'est sur une base de 11 € de leurs stagiaires. Sachant que certains peuvent aller jusqu'à 14 €, d'accord. Donc, tout va dépendre de votre OPCO, de la décision qui aura été prise en conseil d'administration. Vous avez également les frais de déplacement, les frais d'hébergement. Avant, ils étaient plafonnés à 2 € hors taxe de leurs stagiaires. Aujourd'hui, il n'y a pas de plafond de préciser. Vous avez également les coûts des services de conseil. Les services de conseil pour pouvoir accompagner, faire de l'ingénierie particulière. Donc, tous ces éléments peuvent être pris en charge sans aucun problème, voire même des coûts généraux indirects, comme par exemple une location de salle, des frais généraux qui sont liés à une action de formation. Donc, les coûts éligibles, alors c'est noté, mais ce n'est pas une obligation. L'OPCO décide en résolution de son conseil d'administration de ce qu'il va pouvoir prendre en charge. Donc, j'avance un petit peu plus rapidement. Je regarde, tu me dis s'il y a des questions, Marc. Alors, il y a une question sur les métiers transverses.
comme le secrétariat, la comptabilité, qui vont impacter les 4 secteurs concernés. Oui. Est-ce que ces métiers-là rentrent, les formations dans ces métiers-là rentrent dans le cadre du FNE? Je pense qu'on a déjà en partie répondu, puisque il faut qu'il y ait un parcours qui justifie. C'est ça, c'est l'axe prioritaire. On peut travailler dans la comptabilité, et si on adosse ça à, je ne sais pas, de la digitalisation ou du travail à distance, ça doit rentrer parfaitement dans le cadre du FNE, si j'ai bien tout suivi. Exactement, c'est parfait, Marc, c'est fabuleux. Alors, juste, peut-être que avant de passer sur les dernières slides, peut-être faire un petit résumé de ce qu'on a dit. Hein. Donc, il y a 4 secteurs, hein, 4 axes qui sont concernés, et on les a détaillés. Et on a parlé aussi des parcours et de la nécessité de créer un véritable parcours, même si on a parlé de durée, il n'y a pas de durée minimum, même si on a des petites durées, il faut bien garder à l'esprit, donc ce qui a été largement expliqué, c'est la création d'un véritable parcours pour pouvoir justifier que la formation soit bien prise en charge, et on pourra nous demander a posteriori de justifier de la formation. Donc, peut-être préciser chez M2I un petit peu comment ça se passe et vous donner quelques éléments concernant notre structure. On n'a pas attendu, bien sûr, le FNE pour mettre en place des parcours, et on a une véritable volonté de pouvoir mener des actions en aval, pendant et après. Donc, notre parti pris pédagogique, hein, est d'adapter les formations aux besoins et à la population visée. Donc, on fait une ingénierie pédagogique en phase amont, on fait un monitoring de l'indice de compréhension et de satisfaction en cours d'apprentissage, et des évaluations à froid en fin de parcours. Et c'est tous ces indices qui nous permettent d'ajuster en permanence nos formations, parce que, comme je l'ai dit, on va former différentes catégories de population, donc à la fois des utilisateurs, on va former, je ne sais pas, des développeurs, donc des gens qui vont pratiquer au quotidien, et puis on va former des experts. Donc on ne peut pas avoir la même formation pour ces 3 catégories de population. On risquerait d'avoir des experts qui en savent plus que nos formateurs si on ne faisait pas cette ingénierie en phase amont. Donc, on a ce souci d'adapter en permanence nos formations à la population visée pour qu'on puisse justifier de ce parcours pédagogique et qu'on ait une vraie valeur ajoutée pour nos stagiaires. Donc, savoir qui on doit former, pourquoi on doit les former, de telle manière à les former par rapport à leurs attentes, et qu'on ait un rendu, un résultat final qui corresponde parfaitement à ce qu'ils attendent, de telle manière à créer des véritables parcours. On n'est pas obligé de tout former d'un seul coup, on étale des fois des formations pour qu'il y ait une suite logique d'apprentissage, et donc qu'on puisse s'adapter en permanence à la population visée. Voilà pour les précisions. Et merci Marc pour cette synthèse. Donc je vois une question aussi de Servan concernant le passage d'un responsable qui veut être QVT et RSE. Pourquoi pas? Ça peut être pris en charge, c'est une évolution. Si cette personne a en plus de 55 ans et en tant que senior, son projet peut être très intéressant. Ce qu'il faut savoir également, c'est que par contre, c'est pas le métier qui va être intéressant. Là, on va être dans une évolution, dans une transition, mais c'est une transition qui doit être justifiée, expliquée par rapport à la stratégie de l'entreprise. D'accord? C'est pas juste une transition de la personne, mais bien une transition dans le cadre de l'entreprise. Donc, ça peut être pris en compte, mais tout va dépendre de l'argumentation que vous aurez à développer avec votre conseiller pour cette prise en charge au niveau des OPCO. Donc, les formations métiers des services d'eau et d'assainissement entrent-ils dans le cadre des axes prioritaires? Et oui, on est bien dedans. Mais encore une fois, tout va dépendre de la façon dont vous allez l'argumenter
le présenter, le détailler. Et je vais revenir dessus. Je vais vous présenter quelques exemples de demandes de prise en charge. Mais oui, pourquoi pas, puisqu'on est bien dans une transition écologique, mais tout dépend de la façon dans laquelle elle s'inscrit du point de vue de votre entreprise. Je poursuis avec l'article 5. L'article 5, eh bien, on est sur les niveaux de prise en charge. Donc, les niveaux de prise en charge, là, on est dans ce qu'on appelle le RGEC, le Règlement général d'exemption par catégorie, à savoir que depuis la dernière instruction en 2022, on était sorti d'un pur financement pur européen. Et donc là, on est maintenant on va dire, dans un financement qui est français, hein, c'est bien l'État qui met la main à la poche. Et donc, au niveau du financement des entreprises, par rapport à ce qui avait été décidé en 2022, ça n'a pas changé. Une précision, par contre, est apportée, c'est-à-dire que dans les petites, moyennes et grandes entreprises, on considère que c'est une petite entreprise avant, si elle était constituée de moins de 50 personnes. Aujourd'hui, on parle également d'un chiffre d'affaires ou d'un bilan qui ne doit pas dépasser 10 millions d'euros. Si vous avez moins de 50 entreprises, mais que vous réalisez 20 millions d'euros, eh bien, vous ne serez pas considéré comme une petite entreprise, vous passerez directement dans le cadre des moyennes entreprises. Donc, les taux et les niveaux de prise en charge sont de 70%, 60%, 50%. Donc, en fonction de la taille ou en fonction de votre chiffre d'affaires ou de votre bilan. C'est important puisque tout à l'heure, rappelez-vous, je vous disais que ce qui était pris en compte, c'était non pas l'entreprise en tant que telle, hein, la filiale, mais on est bien au niveau du groupe. Donc, au niveau d'un groupe, pour une grande entreprise, eh bien, même si c'est une agence régionale qui fait la demande au niveau du FNE, si elle est dans un cadre excédant plus de 250 personnes, eh bien, elle sera considérée comme une grande entreprise. Donc, ça, c'est un point qui est important. Également, une précision concernant ce taux de prise en charge. Il faut savoir que la plupart des OPCO vont demander aux entreprises de faire un versement volontaire pour compléter, puisque ce sera par subrogation de paiement que les OPCO paieront les organismes de formation. Donc, tant que l'entreprise n'aura pas versé à son OPCO dans ce qu'on appelle une dotation volontaire, un abondement volontaire, eh bien, les entreprises, les OPCO ne valideront pas l'action de formation. D'accord? Donc, versez bien les sous qui correspondent au delta, hein, au différentiel, donc auprès de votre OPCO. Alors, certains OPCO vont dire qu'ils prennent en charge sur la part conventionnelle. Donc, pour certains, ils vont mettre à la poche pour accompagner la prise en charge de certaines entreprises. Et pour d'autres, et notamment c'est le cas pour Acto, directement a fait un choix. Au niveau de son taux de prise en charge, il prend en charge les actions de formation à un niveau de 45 € de leurs stagiaires. D'accord? Donc, quel que soit, même si vous avez une formation qui coûte très cher, eh bien, de toute façon, elle sera plafonnée à 45 € de leurs stagiaires. Donc, ils ne vont pas prendre 70% du montant du devis qui sera présenté, mais directement, ils plafonneront par rapport à un taux de prise en charge de 45 € de leurs stagiaires. De la même façon, vous avez l'OPCO Atlas et d'autres également le font, hein, il n'y a pas de problème. Ils disposent de ce qu'on appelle un baromètre des prix, c'est-à-dire ils ont fait des études et des statistiques sur des niveaux de financement pour certaines actions de formation. Et du coup, ils ne prennent pas forcément en charge le montant qui est estimé par l'organisme de formation, mais ils vont se positionner directement par rapport à leur baromètre de formation. Donc, soyez pas étonnés au niveau de tout ce qui concerne les prises en charge. Que vous dire d'autre au niveau des aides? Pour l'instant,
Donc, voilà. Donc, là-dessus. Question. Oui, alors. Christine, vous avez une petite question pour savoir si on peut compiler plusieurs financements lors de demande, c'est-à-dire OPCO plus FNE OPCO, par exemple, afin d'éviter de payer 30%. De payer 30%. La seule chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir de multiples financeurs. Le FNE, ça a toujours été la règle, c'est un financement qui est unique. La seule chose, au sein d'un OPCO, vous pouvez avoir un dispositif, donc le FNE formation, l'enveloppe qui a été dédiée, donc le financement FNE à hauteur de 70% si vous êtes une petite entreprise. Par contre, l'OPCO peut avoir pris la décision sur une part conventionnelle de financer le complément et donc de payer peut-être les 30% ou plus ou moins 10-20% complémentaires. Mais il n'y a pas de possibilité, ça a toujours été la règle, ça a toujours été le cas, on ne peut pas cumuler plusieurs financements. Par contre, le fait de passer par un financement FNE plus du conventionnel au sein d'un même OPCO, ça pose aucun problème si l'OPCO a décidé de financer une partie sur ses fonds conventionnels. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Alors, si je continue après au niveau de la diapositive suivante, l'article 6, quelles sont les obligations de l'employeur? À l'identique, toujours pareil, à savoir que vous devez maintenir en emploi pendant toute la durée de la formation le collaborateur en tant que salarié, donc au sein de son poste. Et puis également, l'employeur, c'est ce que je vous disais, il a connaissance des possibles contrôles de l'administration. Possible contrôle de l'administration, c'est le fait de dire que a posteriori, on peut vous demander tout un tas de documents, de justificatifs concernant les prises en charge au titre du FNE formation. Concernant l'article 7, conventionnement avec les OPCO, eh bien oui, ce sont tous les OPCO qui ont conventionné. Ils ont conventionné, on va dire cet été, avec l'ensemble, avec la DGEFP. Pour vous donner, on va dire, des éléments, alors je ne les connais pas tous par cœur, il faut savoir que dans le projet de loi de finances de 2023, il y avait 305 millions d'euros qui étaient décidés en termes d'attribution au titre du FNE formation. À préciser qu'il y avait quand même 159 millions d'euros qui étaient engagés en 2022, donc ça amputait déjà quand même pas mal le montant disponible et alloué au titre du FNE formation. Et la répartition qui s'en est suivie a été arrêtée. Alors, ces éléments, nous les tenons de nos amis, les acteurs de la compétence, qui est la fédération, l'ex-fédération de la formation professionnelle, et qui nous a communiqué, on va dire, la répartition, par exemple, Acto, il faut savoir qu'ils ont obtenu 49 millions d'euros au titre du FNE, l'Opcommerce 9 millions, Constructis 20 millions, Ocapia 15 millions, Atlas 32 millions, l'AFDAS 20 millions d'euros, l'OPCO 2I, c'est celui qui a obtenu le plus, 75 millions, Uniformation 3 millions d'euros, OPCO Mobilité 18 millions, OPCO EP 14 millions d'euros et l'OPCO Santé 1 million d'euros. Alors, pour beaucoup d'entre eux, ils ont obtenu moins que ce qu'ils espéraient avoir. La plupart du temps, ils demandaient le double, voire le triple. Ils n'ont pas obtenu tous ces éléments. Mais le dispositif du FNE formation, et c'est Stéphane Rémy de la DGEFP qui en parlait et qui expliquait que ce dispositif va devoir se pérenniser dans le temps pour accompagner les entreprises. Les mutations, les transitions, c'est pas uniquement en 2023, c'est pas uniquement du post-Covid, on en a pour de nombreuses années. Donc, du coup, le FNE va être amené à se pérenniser. Alors, à suivre dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024, qu'est-ce qui sera proposé? Quels seront les montants qui permettront d'accompagner les entreprises et d'obtenir pas la totalité, mais une partie des financements des actions. Donc, pour l'instant, ce sont bien les OPCO et seuls les OPCO qui conventionnent
et qui peuvent allouer des fonds aux entreprises qui vont faire leur demande de financement via le FNE Formation. J'accélère un peu et je suis bientôt à la fin pour vous parler des articles 8 et 9. Alors, tous les OPCO disposent d'un référent, un référent FNE Formation, qui est en lien constant avec la DGEFP pour dire comment ça se situe et quelle est l'utilisation qui est faite. Donc, il y a des tenues de statistiques, des reportings. Très souvent, ils échangent aussi entre eux, entre référents au niveau des OPCO. Et également, l'article 9 précise le rôle des DRETS et des DETS, à savoir qu'au niveau régional, eh bien, les DRETS ont la possibilité de signaler aux OPCO quels sont les dossiers qui, pour eux, sont prioritaires. Donc, ils doivent être traités en priorité par rapport à l'axe stratégique de mutation ou de transition de l'entreprise. Donc, pour certaines entreprises, n'hésitez pas également de vous rapprocher de vos DRETS ou de vos DETS pour voir comment pratiquer lorsque vous avez des projets importants et qui nécessitent un appui. Et donc, un appui au niveau des DRETS pour pouvoir avoir un accord, on va dire, tripartite entre les DRETS, les OPCO et vous. Donc, voilà un petit peu tous les éléments que je pouvais vous dire sur cette nouvelle instruction qui a modifié donc le FNE Formation. Vous trouverez à la suite de cette présentation, alors comme je vous le disais, tous les documents sur lesquels je me suis inspirée sont disponibles sur le diaporama, mais vous les avez également sur le site du ministère et sur l'instruction et sur les liens que vous allez trouver. Tous les OPCO sont positionnés ici et la page de connexion est directe vers le FNE Formation, donc vers les spécificités. Vous pourrez retrouver également, en vous connectant sur le site de M2I, les liens directs qui vous orientent vers les éléments stratégiques sur lesquels vous allez pouvoir retrouver les modalités de prise en charge d'instruction de chacun des OPCO. Pour vous donner un exemple, justement, j'ai repris des éléments au hasard. J'ai pris OPCO 2I, j'aurais pu prendre n'importe quel autre, j'aurais pu prendre Atlas, mais voilà. Donc, ce sont les documents que vous devrez remplir. Et c'est pas uniquement les OPCO qui font ça pour se faire plaisir, mais c'est bien parce que, rappelez-vous, dans les articles 8 et 9, ils doivent rendre des comptes auprès du ministère du Travail, de la DGEFP. Donc, ils doivent compléter, transmettre, donner des éléments qui vont alimenter le pourquoi du comment ils ont attribué et validé la prise en charge pour telle et telle entreprise. Donc, tous les OPCO ont des documents qu'ils mettent à votre disposition. Donc, vous voyez là, vous avez une liste et la plupart des OPCO ont effectivement des listes à compléter sur lesquelles vous avez une explicitation de la durée, des coûts, la date de début, date de fin, le nombre de salariés, quel est le lien entre la formation souhaitée et la stratégie décrite plus haut. Vous voyez, là, on retrouve également tous les éléments dont on parlait au fur et à mesure de ce webinaire. Donc, vous allez trouver également des attestations. Donc, là, la demande de subvention. Donc, c'est une attestation que les employeurs doivent remplir sur laquelle ils vont devoir décrire quel est le projet de l'entreprise, comment ils organisent, pourquoi, quelle est la description vraiment au regard des grandes priorités, des grands axes qui ont été déterminés. Voilà, ça c'est la fin de ces éléments. Au niveau des annexes, donc comme expliqué, je vous ai mis un certain nombre d'éléments. Donc l'instruction, vous cliquerez dessus. Également, il y a une analyse du centre info qui a été faite sur le FNE Formation, donc qui est très intéressante à suivre. Le site du ministère du Travail qui pointe sur la page d'où sont extraits l'ensemble des éléments que l'on a pu parcourir ensemble tout au long de ce webinaire. Vous allez trouver également donc le budget, la loi de finances qui a été votée et validée et entérinée par le Sénat, donc pour vous dire comment ça se passe et d'où proviennent ces fonds.
Et également, concernant tout ce qui a trait à l'axe prioritaire au niveau de l'écologie, je vous ai trouvé sur le site du ministère je l'avais noté, de l'ONMEV, quels sont les emplois et les métiers qui sont concernés par cet axe prioritaire. Donc, comme ça, vous pouvez vous y référer directement. Donc, voilà, l'Observatoire national des emplois et des métiers de l'économie verte. Donc, voilà tous les éléments que je souhaitais balayer avec vous. Et dernière question, je vois, Shaïka, est-ce l'entreprise peut compiler plusieurs financements? Donc, non, celle-là, on y a répondu tout à l'heure. J'ai déjà posé la question. Voilà. On a fini avec les questions. En tout cas, voilà. Merci beaucoup à Christine Durieux pour ces clés bien utiles, voilà, pour pouvoir mobiliser le dispositif. On espère que ça vous a un petit peu éclairé et qu'on a pu voilà, vous répondre à vos attentes et à vos interrogations sur ce dispositif et surtout sur sa dernière version. On espère que voilà, vous avez maintenant de quoi déclencher vos formations et déclencher surtout des prises en charge. Bien sûr, M2I reste à votre entière disposition pour vous accompagner d'une manière générale sur vos projets de formation et en particulier sur cette prise en charge FNE formation. Donc, ça va bien au-delà de ce petit webinaire. On vous transmettra les liens pour que vous puissiez revoir ce webinaire et que vous puissiez aussi avoir accès sur les liens pour pouvoir vous retrouver sur les différents OPCO, repasser les différents documents. Voilà, que vous puissiez monter des dossiers les plus complets possibles, ce qui évitera d'avoir des rejets ou des allers-retours. Alors, la question, je pense que c'est Aurélie qui dit « La formation tuteur et maître d'apprentissage est-elle toujours éligible ?» Alors, les formations donc tuteur et maître d'apprentissage sont-elles toujours éligibles? À voir avec vos OPCO, c'est pareil, mais tout dépend de la stratégie dans laquelle vont s'inscrire ces éléments. À mon sens, personnellement, je ne pense pas qu'elles puissent rentrer en ligne de compte. Mais encore une fois, c'est à voir. Alors, sachant que les formations tuteurs et maîtres d'apprentissage, vous avez souvent des actions collectives qui financent ce type de formation et donc qui ne passent pas forcément par le recours au FNE formation. Voilà, parce qu'après, dans quel cadre vont s'inscrire ces actions de formation? Donc voilà. Oui, il faut aussi préciser que il y a certaines actions collectives qui sont prises en charge par le FNE. Tout à fait. Donc, sur lesquelles on peut le FNE. On a déjà au départ un financement intéressant parce que les actions collectives sont des actions négociées avec des tarifs préférentiels. Et si derrière, on peut avoir un financement FNE, je pense que le reste à charge devient minime et donc ça peut avoir un véritable intérêt. Donc c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner en termes de conseils sur la partie formation et sur ce qui peut être pris en charge du FNE pour que voilà, le reste à charge puisse être le plus infime possible et que vous puissiez faire passer un maximum de parcours pédagogique dans le cadre du FNE à partir du moment où ça a du sens par rapport aux 4 axes qui nous ont été définis par Christine. Mais sincèrement, tuteur et maître d'apprentissage, je ne pense pas que ça rentre dans le cadre du FNE, davantage dans les actions collectives, oui, ça c'est sûr. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, écoutez, merci infiniment pour nous avoir suivis. J'espère que vous aurez trouvé des réponses à vos questions ou si vous n'avez pas trouvé de réponse, des informations qui vous permettront eh bien, d'obtenir
des prises en charge et un financement pour vos projets de formation au titre du FNE Formation. Enfin, en tous les cas, c'est avec plaisir. Merci Marc, merci Thomas pour avoir collaboré sur cette présentation. Merci à vous deux. Merci Christine et merci à tous les participants. Et on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.